Bien, Monsieur Tolé, tout à l'heure j'ai oublié de vous introduire, puisque la nature de l'habilitation, de par son poste, puisqu'il ne faut pas oublier dans la réglementation algérienne, on a créé une habilitation universitaire à des chercheurs permanents et à des enseignants universitaires. Ça se voit déjà dans votre exposé. Il y a primé, ce qui fait que vous êtes un chercheur permanent confirmé. Ça, c'est tout à l'heure que je ne vais pas signaler. De plus, votre exposé est très attractif. Il y a beaucoup d'informations dedans. Votre parcours est très riche et ça se voit. C'est vrai que vous avez mis beaucoup de choses de tout votre parcours professionnel. C'est bien parce qu'on a fait quelque chose, on l'expose. Pourquoi? C'est l'occasion jamais, parce que les gens vont bien vous solliciter après. Sans trop tarder, tout en vous félicitant, je passe la parole au professeur Lahab pour qu'il puisse, en quelque sorte, pas vous juger, mais entretenir la discussion. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à féliciter le candidat pour la maîtrise du sujet. Il a montré un professionnalisme dans la maîtrise, dans la présentation, même si peut-être ça vient des traditions, l'habilitation ne traite que ce qui a été fait après le doctorat en général. Ici, c'est pratiquement l'étendue de l'activité depuis le début jusqu'à la fin. Ça a été très intéressant, très instructif, et ça dénote la compétence dans ce domaine. Je ne sais pas si c'est la première fois que j'assiste à l'habilitation pour quelqu'un qui vient d'un centre. D'habitude, c'est une autre structure, c'est une autre histoire, c'est un autre scénario qu'on écrit dans le document. D'abord, quand je regarde, il n'y a pas de jury. Zéro jury. Parce que ça a été tu as présenté ton document pour l'habilitation devant quel jury? Je remarque là, généralement, les documents, ils sont fournis avant même de désigner les experts. Mais maintenant, c'est une dernière version, le jury qui a été là et qui a représenté le ministère pour vous accorder cette autorisation, normalement un document avec jury et date. Okay. Moi, je ne sais pas si les autres, moi j'ai reçu 2 exemplaires du même document. Là, c'est une copie d'un. Normalement, c'est quoi? C'est le doctorat d'un. Quel est le rapport scientifique? J'ai un droit. C'est la responsabilité. Quel est le rapport scientifique? Je ne sais pas ce que vous avez. C'est vrai. Il y a à l'intérieur un rapport scientifique. Il y a un rapport scientifique. L'habilitation, c'est le même. Là, à l'intérieur, il y a un rapport dynamique que les travaux. Là, mais c'est la même. Là, c'est les rapports scientifiques. Voilà. Et comment c'est l'habilitation? Là, il m'a dit que le rapport. Parce qu'on me demande de faire ce rapport au lieu de Moi, j'ai vérifié quelque chose, c'est le même document. Là, c'est pratiquement la même chose. Sauf qu'ici, c'est un rapport. C'est nouveau pour moi, tout ça. C'est pas le même document. C'est le rapport scientifique. Bon, ça. On demande généralement que le rapport doit être fixé par le conseil scientifique de la structure. Je ne sais pas si. C'est le même document que j'ai reçu. Peut-être il y a quelques différences, je sais. Là, c'est le même. Alors, le rapport scientifique. On fait la reconnaissance interne de la structure scientifique, habilité. D'habitude, c'est d'autres documents. Je peux prendre. Je ne sais pas, je vais sur le rapport scientifique. En tout cas, je ne fais pas.
avec Différentes. toute la partie logicielle, le développement, on n'a pas encore mis un terme. Bon, la première question, c'est un tableau, le premier tableau que vous avez fait. Là où vous présentez vos résultats, le premier tableau. La page 17. C'est la page 17. معليش واحدة منهم ما رجعش. كان حوسها قبل الريزلتا. على حبس tableau, voilà. Québec. Oui. Ce qui a attiré mon attention, c'est le résultat d'un classement TAC, mon classement, plus ou moins une erreur. Comment vous avez établi une erreur sur le classement? Erreur. L'erreur de plus ou moins Le plus ou moins. Le plus ou moins, c'était des quartiers. Ah, C'est des quartiers. C'est des quartiers parce que ce qu'on. ah, c'est pas une erreur. C'est la dispersion des résultats. Parce qu'en fait, on ne calcule pas une fois le taux. On refait plusieurs fois le calcul du taux. C'est le même. Le rapport scientifique. Responsabilité administrative, mais je ne sais pas trop. C'est une remarque qu'on va lui dire. Juste après. Parce que je lui dis, peut-être c'est de l'écouter ou t'as les autres. Non, non. Alors, c'est moi je suis une fois dans la même chose. Donc là, c'est l'erreur. Vous prenez la même image, vous la traitez plusieurs fois avec le même logiciel, et vous n'avez pas le même taux de mauvaise classification. Oui. Allez? Ce qui se fait, c'est pas une image, donc on a la base de données. On va prendre une partition d'apprentissage. Non, non, vous avez pris la base à l'université Nord-Est. Par exemple, oui. Vous prenez une image relative à un type de défaut. Vous la passez à travers le logiciel de classification. Il va vous donner des taux de mauvaise classification différents. Je m'explique. Le taux HEDA, ce n'est pas un taux de classification d'une image. C'est un ensemble d'images des images appartenant à cette classe. appartenant aux différentes classes, parce qu'on va dire chaque image elle appartient à quelle classe. C'est-à-dire qu'on a la base de données qu'elle a. Par exemple, on a 300, le cas on a 300 images représentant le défaut, par exemple les trous, 300 calamines, etc. Voilà. Ça fait l'ensemble de la base de données. Là, on prélève de manière aléatoire une partie pour le défaut 1, une partie du défaut 2, etc. Et on va faire de l'apprentissage. Ce qui reste, on l'utilise comme test. On va tester. Et donc, ce taux, quand on dit 99,71, c'est un taux moyen de la classification. Ok, ça c'est bon. Moi je parle de l'erreur que vous avez rajoutée. D'accord. Le plus ou moins. Et ce taux, on le fait plusieurs fois. On calcule ce taux plusieurs fois. Les 900 images qu'on veut classer, les 900 images, 900 variantes, donc finalement en fait 6 classes à l'intérieur, et donc on va calculer leur taux de classification une cinquantaine, une centaine de fois, plusieurs fois. Donc des fois qu'il y a une... D'habitude, quand on fait des mesures, on refait la même mesure sur le même appareil et on fait des erreurs de mesure, etc. Et là, on ajoute les incertitudes. Là, c'est... Moi, je vous dis, on a pris la base, on a travaillé, on a trouvé des résultats, puis on a repris la même base, on a trouvé d'autres résultats. Et le problème, il est où? Est-ce qu'il est au logiciel de la base? Non, le problème, il est... Parce qu'en fait, j'ai deux petits tableaux, les images réelles sur le site, où il n'y a pas d'incertitude. Non. Juste réel, le cas réel, tu as le cas تاعكم. Si, il y a des incertitudes. Si, il n'y a pas d'incertitude. Après, c'est directement des taux de... le tableau 6, c'est des tableaux avec... comme d'habitude. On trouve des virgules, des pourcentages, logiques.
Mais il n'y a pas d'incertitude sur les résultats. C'est quoi? C'est un tableau qui fait Tableau, comparaison des travaux précédents. Oui. C'est ça, le titre du tableau. Et parce que les travaux qui ont été publiés ne présentent pas, eux, d'erreurs. Mais on ne présente pas d'habitude les incertitudes, les taux de misclassification. Non, l'erreur ou l'incertitude. Quand on rajoute ça, c'est-à-dire qu'on refait la même chose et on obtient des résultats différents. Non, mais ce n'est pas sur le même, parce que le choix, la base de données qu'elle la base de données qu'elle le choix à la partition d'apprentissage, il est pris de manière aléatoire. Non, mais ce n'est pas la même base. On fait on décompose la base, on a plusieurs composants et l'une pour valider les méthodes, l'autre pour les tests et l'autre pour les essais finaux, etc. Et on fait plusieurs fois. Et on le fait plusieurs fois. Parce que le premier essai, je vais le prendre de la classe 1, l'image 1 ou 2, la deuxième classe, je vais prendre 3, 4, etc. Parce que la deuxième itération, je vais prendre la 10e et 9e image, pour la classe, le défaut je vais prendre la 15e et la 9e. Et donc ça ne donne pas forcément le même nombre. Et là, on ne peut pas, parce que je peux sélectionner des images et obtenir un nombre de 100%. Parce que j'ai des 100%. À un moment donné, une itération avec 100% partout les bonnes images, les plus représentatives, et le logiciel ne trouve pas de problème à les identifier qu'un classe défaut 1, défaut 2, défaut 3. Mais c'est du sur-mesure. On prend la base de données qu'elle a, et on prend de manière aléatoire, et on fait une moyenne, et puis on évalue un peu la moyenne, ou la robustesse de la méthode par rapport à la dispersion. Ce n'est pas possible qu'on ait une méthode. Puis un certain nombre, puis une itération, on va trouver 80%, alors un autre choix, il va trouver 99%. Il y a un problème ou bien le logiciel, ou bien la base, etc. Et ça nous donne une idée à la dispersion des résultats. Ça veut dire que le logiciel il est valable, quel que soit l'endroit où je vais prendre la partition d'apprentissage. Et d'avoir ce qui exprime l'erreur, le plus ou moins là. Ce qui est un peu gênant dans l'histoire, vous faites du traitement d'image offline. Oui. Si vous faites du traitement d'image sur le site, oui. Vous avez beaucoup d'informations utiles, ce qu'on appelle des connaissances a priori, et même un peu d'intelligence à introduire. Qui va les défauts, les griffes, les incrustations, les défauts sur le tambour. Oui. Ils vont se répéter. Oui. Ou ils sont longiligne. Il y a au niveau des directions, il y a le trait et tout. Et il y en a 2 ou 3 qui sont privilégiés, sur lesquels on peut travailler comme beaucoup d'informations. Alors que les autres directions ne servent à rien, n'apportent pas d'informations. Vous parlez du dernier travail, des DCP et multiscale. Ce qui compte, c'est qu'il y a beaucoup surtout le sens de défilement de la tôle. La tôle défile dans un sens. Oui. Donc on peut l'exploiter, cette information. Plus les informations a priori, et on peut faire un système intelligent qui va vous aider à peut-être améliorer le... Oui, justement, dans l'étape c'est intelligent, ça aussi. La méthode appliquée et d'apprentissage. On a des images dans un labo et on a oublié d'où viennent ces images-là. Elles viennent d'un système physique réel. Oui. Avec un sens de déplacement, avec une vitesse d'effilement mental. Tout ça, on peut l'intégrer. Oui. Comme des il y a l'étape prochaine, Inch'Allah, si on veut continuer, et on continuera FIHED. Parce qu'on a d'autres idées de projet, on va utiliser le deep learning pour ça. Augmenter le niveau. Même s'il y a des défauts sur le tambour, elles vont se trouver à des rythmes cycliques en fonction de la vitesse de oui, tout ça, c'est des informations qui seraient intégrées. Pour ça, il y a une chose, le défaut n'est jamais le même. Quelle que soit la durée sur laquelle on va superviser et faire l'acquisition, le défaut, je dirais, sur 3-4 ans, le même défaut. Il s'agit du même défaut, qui m'a montré un défaut sur le. C'est ce qu'on appelle, il y a les criques, la tôle fissurée, pour une mauvaise ductilité du métal, un mauvais transfert de chaleur. Le métal il est fissure. Ça, on appelle ça des criques. Il y a les criques à feu, où c'est le tambour, le boulot est fissure à cause des chocs thermiques. Les fissures vont imprégner
l'inverse de la fissure sur la table. Les fissures sur un tambour à cause des chocs thermiques, ce n'est jamais la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Et donc, à quel point les informations, c'est important et c'est enrichissant. On peut développer un système qui apprend au fur et à mesure. Plus il traite, plus il apprend. On va faire une petite précision. Abraham, au niveau de la mémoire, il y a des problèmes qui sont tributaires de la mémoire, qui naissent au niveau de la mémoire. Le fond de l'aménage, il y a des problèmes qui sont à caractère chimique, c'est-à-dire qui naissent au niveau de la scierie. Et des défauts internes. C'est pour ça qu'il a dit qu'ils ne sont jamais les mêmes. Par contre, les défauts dont il parle, c'est des défauts géométriques, c'est-à-dire une fois que vous avez un problème au niveau d'un tambour, il va être toujours le même. Il va être gravé sur la table. Ah oui, oui. Mais les autres défauts dont il parle, ils naissent pas au niveau de la mémoire, mais ils naissent bien avant. Ils naissent au niveau de la série, c'est pour ça qu'ils ne sont jamais les mêmes. Oui, il y a des fois, une fois qu'on a fait de l'aménagement, oui, une fois on a le défaut qui est imprégné par le rouleau, une fois, fissure. Oui, c'est une technique qui est utilisée, mais manuelle par les experts dans la méthode, etc. Ils vont changer quand il y a des rapports, il y a de l'empreinte, ils savent que le tambour il est fissuré, ils ont dit il n'y a pas de système, il n'y a rien du tout. C'est du visuel. Oui, une fois le tambour a imprégné la table, ou la haute fissure a fait une marque, un collage qui une matière métallique fille, ou la hache qui va imprégner, ou l'inverse, ou une fissure, il va imprégner la table. Oui, d'ailleurs, il y a un fond, on a dit que ça vient du rouleau. Mais quel est d'autres défauts? Chez nous, par exemple, la maîtrise de la température. La maîtrise de la température provoque des trous, des déchirements de la table. Des déchirements de la table, ce n'est pas un défaut qui est périodique. Et j'y aléatoire. Mais dans quel sens ça s'est déchiré? Voilà, la complexité des défauts au niveau de l'industrie, elle vient de l'aspect de la caractéristique aléatoire des défauts qui fait chier. Les problèmes qui ne sont pas maîtrisés. Tu as la vitesse d'effilement de 66 mètres. Oui, une vitesse théorique par minute. Par seconde, mètre seconde. Sur l'un des tableaux, vous avez mis le temps de traitement. Pardon? Voilà, 71 millisecondes. Oui. Qu'est-ce que vous pensez en temps réel? Avec la vitesse d'effilement, avec le nombre d'images que vous allez prendre, et avec ce temps de traitement, qu'est-ce qui va se passer? Oui, 71. Une critique. 71, c'est long. C'est long, 71. 71 millisecondes. 07 secondes. C'est long. C'est long. La vitesse est à 60 mètres par seconde. 6 mètres à peu près, 6 mètres 66 par seconde. C'est une vitesse théorique. 61, à peu près un demi-mètre. Mais c'est la prise d'image. Entre une prise et une prise, est-ce qu'il y a un entrelacement des images? Est-ce qu'il y a une partie de l'image A va se trouver dans l'image B? Ou est-ce qu'il y a des images séparées? Ou est-ce qu'il y a un espace entre les images? Non, sinon c'est une redondance d'information qui va se trouver. Non, il va y avoir des images. Non, les images telles qu'on les a vues, celles qu'on a utilisées et avec lesquelles on a obtenu les parcours, ce sont des images où elles sont indépendantes. Il n'y a pas de recouvrement, et le système d'acquisition qu'on mettra, ça sera un système qui va collecter l'image une par une. Il ne devrait pas y avoir de redondance, etc. L'idéal, gagner du temps. La vitesse d'échantillonnage, entre guillemets, de l'information va être adaptée à la vitesse d'effilement. Oui. Et en fonction, pour éviter d'avoir des images entrelacées. Oui. Il faut avoir des images. L'aspect parce qu'on n'a pas fait. C'est ça, le problème, c'est que toute l'idée, c'est le contrôle qualité. Et on ne peut pas le faire dans un laboratoire, il faut le faire sur le site. Oui, non. Quitte à développer des outils à l'extérieur, mais tôt ou tard, il faut les emmener sur le site. Oui. Alors, enfin, il y a quand même une caméra pour installer. On va aller sur le business de la méthode.
vous êtes dans des conditions réelles de travail, et il y en a combien d'images qui sont passées, d'autres qui sont pas passées, etc. C'est un phénomène continu, parce que le défilement de la tôle, c'est un phénomène continu. Comment, par exemple, faire arrêter le temps pour prendre l'image? C'est pour ça qu'il vous a parlé de recouvrement, c'est l'entrelacement de l'image. C'est des problèmes qui constituent tout ce qui est c'est un challenge. Et donc vous avez acquis beaucoup d'images, beaucoup d'informations dedans. Oui. Il faut affronter que ça se repose. Il faut. Soit vous l'utilisez comme information a priori, avec des règles d'exigence, soit vous allez avoir une redondance d'informations, vous saturez les mortels que les calculs limités. Non, pour aller maintenant, l'application n'a pas été installée sur site. Ça, c'est une autre phase. Si on dit, parce que les caméras qui m'ajoutent l'électronique, elle a beaucoup avancé. On a des caméras ultra rapides, où le produit il a bougé d'un millimètre, la caméra elle a déjà acquis 1000 images. C'est le contraire qui nous a inquiétés. Mais maintenant, la vitesse d'acquisition des images est calée ou régulée par la vitesse d'effilement d'un appareil. Oui, il faut trouver la bonne synchronisation. Avec un trigger externe, avec les caméras. Non, c'est des calculs de vitesse, la vitesse. Le champ d'une image ou l'assistance d'un. C'est ça. Qui doit le tambour camel, je peux prendre combien d'images? C'est ça. Le rayon d'un tambour, si je veux de la distance, si je veux le nombre d'images d'un la taille d'image, tu trouves le monde. Tu as la vitesse d'acquisition d'un. Oui, on est. Tu peux même le réguler, comme t'accélérer, comme oui, c'est la mise sur site. Moi, c'est cette partie-là, le plus, c'est. Ah non, mais avec notre bachelier, façon ça. On ne peut pas aller vers l'installation si on n'a pas fait l'étude qui est nécessaire en amont. Maintenant, c'est vrai, c'est une étape intéressante. J'ai discuté avec le chef de service qualité. Les logiciels développés sortiront du labo pour être installés sur le site. Elles ont vocation à l'être. Elles sont faites pour ça, J'ai une discussion avec le chef de service de contrôle qualité, avec qui j'ai collecté des images de la cuisine et tout. Ils sont en stand-by, ils installent un système qui m'a. Pour moi, la méthode ou les méthodes Hadoop et tout, elles donnent de bons résultats. Je suis confiant dans cette méthode. Je parle de la partie acquisition et calage qui m'ajoute pour qu'il n'y ait pas de redondance, pour optimiser les ressources, vitesse, mémoire, espace mémoire, etc. Avec un PC de bureau, on a pu obtenir 20 millisecondes, ce n'est pas 71. 71, c'est avec le classifieur SVN. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le classifieur KNN. On obtient 20 millisecondes. 20 millisecondes devant ce qui a été rapporté dans des études des reviews sur les mêmes procédés à Doha. On a des vitesses qui sont de l'ordre de 7 à 178 millisecondes pour des procédés qui tournent de 2 à 100 millisecondes. Maintenant, on a 20 millisecondes sur un PC de bureau. Bon, on est optimiste. D'après l'histoire de la caméra, bien sûr. En général, même pour les décisions finales, on ne va pas se contenter de ça. Il y a d'autres sources d'informations. Par exemple, la recherche des micro-tours. Ah oui, oui. Ce n'est pas la carrière. Oui. Alors, comment vous imaginez une fusion de ces données, dans quel cas, pour pouvoir décider? Ce n'est qu'une partie, qu'une composante des informations sur la structure de décision. Maintenant, en fait, le projet là, il est issu d'un besoin de l'atelier, du procédé. Et le procédé, l'atelier, il s'est fixé à quel type de défaut. Les défauts, on va détecter. C'est des macros, mais le défaut à des fissures de 1 mm, ça reste des macros. C'est-à-dire que le projet, c'est vrai, il y a un acte scientifique, etc., on a publié et tout, mais il répond à un besoin réel. Les défauts, les détecter. On n'a pas apporté des applications et des méthodes appliquées. J'ai même une base de données qui. Si on utilise cette terme-là pour l'industrie alimentaire, c'est la recherche de micro-tours.
si on va faire des conserves là-dedans, et les couteaux, c'est d'autres capteurs, et donc la structure en elle-même, a dit dans l'image, plus. Et où il faut fusionner ces informations quelque part. Je pense que la technique la plus adaptée, c'est la thermographie infrarouge active. C'est ce qu'il y a. Elle est là associée à d'autres. Et là, on fait une décision soit économique, soit sanitaire, soit active. Et on peut, dans des applications, on peut faire de la fusion visible et thermographique pour la détection active. Bon, la dernière question. La formule, on a. Le temps qu'il faut. Donc, les concerts, la méthode dual cross pattern, elle est concertée là. Voilà. La formule a dit la position du point par rapport au centre est 0, le signe multiplié par 2, et le cercle extérieur par rapport au point dans la même direction multiplié par 1. Même s'il ne figure pas, c'est un 1. Mais j'ai une pondération. Non, la pondération elle a été publiée. Elle a été publiée. La formule Khatil. C'est pas la formule. Elle a été publiée via la méthode des épis qui a été utilisée en biométrie. Oui, Telle ou une pondération. par rapport à le point, le centre, sa pondération c'est 2, et vers le cercle extérieur, la pondération est de 1. Et si jamais vous tenez compte du sens de défilement, vous allez changer tout ça. Parce que la tente chinoise a ce sens. Non, l'image, quand on travaille sur l'image, le temps est arrêté. Et c'est la réalité de l'acquisition. Non, les images, quand on est rentré, finance l'image, on commence à traiter l'image. On ne s'intéresse plus, la toilette défile, elle défile pas, c'est bon, on a pris l'image. Là, on s'intéresse aux variations qui peuvent être rapportées par l'information textuelle. C'est quelle valeur possible de construire. L'équation, des milliers, c'est des signes, c'est bon. Il y a des combinaisons, c'est des combinaisons. Le valeur correspond à une situation. Quand le chose négatif, avec 0. Qu'est-ce que ça veut dire le chose négatif sur l'image? Voilà, c'est l'interprétation. C'est une collection de rapports. Même les résultats, ils sont pas bons. Et ils ne sont pas. Même les résultats, il faut donner la version le commentaire. Pourquoi on fait ça? J'ai évité d'aller trop dans le détail parce que ça allait prendre beaucoup de temps, c'est même les détails. C'est-à-dire que je n'ai pas fait la présentation, on a argumenté les résultats, on a argumenté la méthode. C'est juste essayer de présenter la méthode, sur quoi elle se base, quel résultat on a obtenu, quelles conclusions. C'était l'objectif, c'est pas pris mal le travail de la thèse, il fallait argumenter pourquoi, tout ça. C'est ça. C'est pour ça que le il y a une interprétation réellement des résultats. C'était juste ce qui ressort de le travail. Avec les deux cercles doublés et 8 points sur chaque cercle, déjà la taille de mémoire va souffrir. Et en plus, si vous ajoutez des points intermédiaires pour les différents, qu'est-ce que ça va être la taille de la mémoire? C'est pour ça qu'en utilisant un petit peu la connaissance a priori, on peut sélectionner des directions. Mais pas pour tous les cas, mais certains cas, on travaille avec des directions privilégiées, qui vont une direction rectiligne, qui a des défauts, et on peut exploiter et minimiser, optimiser. C'est possible. Optimisation par la méthode, c'est très possible. Bon, merci. Ça a été agréable à écouter. Merci. C'est bien. Vos questions, toujours, elles sont vraiment attractives. Ça reflète vraiment que le CE, qui s'intéresse à notre travail. Merci.
s'intéresse à votre travail, c'est comme ça qu'il était chaud. Bien sûr. Les questions s'intéressent à votre travail. Ustad, c'est un spécialiste du codage, parce qu'il a travaillé beaucoup sur les directions de faire. C'est pour ça qu'il vous a parlé de quelque chose de très important. Si vous arrivez à exclure une zone, c'est déjà, vous avez minimisé le temps et le mémoire. Le temps de mémoire. Ça, c'est une idée qu'il vous a proposée. C'est pour ça qu'on a été évaluer le temps. Parce qu'on sait qu'en augmentant à quel point et tout, ça va demander de la ressource. Tout ce que vous avez fait, déjà, il reste ouvert. Il reste ouvert où il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, vous avez une équipe, vous avez quelqu'un pour faire pas mal de choses. Ou même le stade, pourquoi pas? Parce que même le rejoindre, bien sûr. Ok, pour profiter